Salut à tous et à toutes. Merci énormément d'être revenus sur le podcast Tissé Serré avec votre animateur Jay Fournier. Si c'est ta première fois, merci énormément d'essayer. C'est important d'essayer dans la vie, des affaires. Des fois, tu essaies des trucs, tu fais crème. J'aime ça, faire ça. Je suis bonne là-dedans. Merci d'essayer le podcast, c'est super apprécié. Tu vas adorer ça. Très, très le fun, ce podcast. Personnellement, là, je trouve vraiment que le podcast Tissé Serré se démarque et c'est le fun. Ça, c'est mon opinion personnelle. Un projet que je ne suis pas du tout collé. C'est pas du tout mon projet. Joke! Mon projet. Mon petit bébé, ça. Merci beaucoup d'être là. Écoutez, la gang, avant de commencer rapidement, avant de présenter l'humoriste aujourd'hui, que vous savez c'est qui, vous avez cliqué sur le lien, vous avez lu le nom. Avant, rapidement, je tiens à vous dire que j'ai sorti des petites dates de rodage, tout le monde. Je fais des shows d'humour. Je ne suis pas rien qu'un podcaster. Je tripe à faire du podcast, mais je suis aussi humoriste. Alors, j'ai sorti des petites dates de rodage de mon show que je vais faire cet été. Un petit 60 minutes que je vais faire à quelques reprises. Mais je veux le roder avant. J'ai écrit du matériel depuis un certain moment, depuis à peu près 2 ans, la pandémie. Il y a du petit matériel que j'ai écrit à gauche, à droite et que je pense que vous seriez vraiment intéressés et vous auriez du plaisir à écouter. Je fais ça dans l'atelier de Charles Pellerin. Charles, il loue une place de bureau, puis un petit stage, puis une petite salle super intime de 25 places max. Fait que c'est très intime, c'est très expérimental. On essaie des jokes, on est ensemble, il y a une proximité, il y a un côté très humain au stand-up qui vient vraiment m'attirer. C'est très, très, très... c'est vraiment proche, là, c'est vraiment personnel. Puis je sens que j'avais envie d'être le plus moi possible en testant et quoi de mieux qu'être avec genre 15, 20, 25 personnes pour le faire. Fait que j'ai sorti 2 petites dates. La première, c'est le 26 mai prochain à cet endroit-là. Si tu veux des informations, va sur mon site internet jfournier.com. Tu vas cliquer sur acheter des billets. Et tu as 2 dates, le 26 mai, le 16 juin. 2 petits rodages comme ça. Il y a 25 places, c'est contribution volontaire. Tu donnes ce que tu veux. Fait que tu arrives là, tu t'achètes des billets, tu donnes vraiment ce que tu veux. C'est du rodage. Et puis, moi, je te promets d'avoir une très belle soirée, d'avoir du fun. Tu peux amener ton alcool, ton petit verre de vin, ta petite bière, puis that's all. On a du plaisir. Ça serait débile que tu sois là, ça serait débile que tu en parles, puis ça serait vraiment débile ben c'est ça, Chris, que tu sois là. J'essaie de trouver d'autres mots pour dire que ce serait le fun que tu sois là, mais dans le fond, la seule phrase, c'est Chris, ça serait hot que tu sois là. Alors, c'est ça qui est ça, tout le monde. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le podcast aujourd'hui avec Jessica Chartrand, mon humoriste coup de cœur des 2 dernières années. Surtout dans la dernière année, parce que j'ai appris à la connaître personnellement. On a fait des shows ensemble, mais elle est extraordinaire, cette fille-là. Elle est vraiment bonne dans ce qu'elle fait. Elle va aller loin. Fait que vous avez comme une espèce de sneak peek sur Jessica Chartrand avant qu'elle devienne quelque chose d'énorme, honnêtement. Un artiste fulgurante. Vous allez triper. Donc, vous avez comme un early access là, de Jessica Chartrand. Vous allez triper sur cette fille-là. Elle est tellement sympathique. Elle est drôle. Je l'adore. Je suis tellement content de l'avoir sur le podcast. Encore une fois, si tu es sur Balado, laisse un review très important. Laisse un petit 5 étoiles. Dis qu'est-ce que tu penses du podcast. Toujours apprécié. Laisse des commentaires laisse des commentaires sur YouTube pour l'algorithme. Ça, les gens le savent. Commande souvent algorithme. Très important. Ça pousse le podcast vers l'avant et on aime ça. Peu importe sur la plateforme sur laquelle tu écoutes le podcast présentement. Et c'est de partager, de liker, de mettre une petite cloche ou simplement d'en parler avec un ami, de dire hey, j'écoute ça, c'est le fun. Et that's it, that's all. Merci aussi aux gens Patreon qui nous écoutent, qui contribuent au podcast aussi et à la création du podcast. C'est complètement tellement le fun de votre part de donner un petit peu d'argent de votre poche pour m'aider à continuer à faire ce projet-là, à recevoir des gens qu'on aime et à les entendre en train de nous parler d'une dépression profonde. Alors, merci beaucoup à vous, membres Patreon. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous laisse en compagnie de mon invité cette semaine, Jessica Chartrand. Confident.
C'est-tu ta nouvelle maison, genre? Ou c'est-tu Ouais. l'endroit où. C'est pas le cabanon, ça, là? Non, à quel point ça serait absurde. Non, c'est vraiment, c'est ma maison. Imagine comme c'est ton cabanon, puis il est débile, esti, comme il est complètement cinglé. Ah, La fille est j'aurais comme là, on a vraiment hâte de sortir du casse. C'est un peu serré, là. Il y a des tablettes avec des cadres en arrière. Non, mais on s'est mis confortable quand même, tu sais. Ah, c'est bon. Jess, Jess, tellement content que tu sois là. Je suis Merci. vraiment contente d'être là, Jay. Hey, c'est hot. En plus, moi, je tiens à le dire rapidement, Jess, là, ma découverte 2021-2022, c'est tout. C'est vraiment réciproque. C'est vraiment le fun. Parce qu'en 100%. fait, on se connaissait. On Ouais. s'était vu croiser gauche à droite dans des shows. Mais on est allé en Abitibi faire des shows 4 jours. Puis c'était tellement le fun, cette run-là. J'en braille de rire encore en ce moment. Oui, moi aussi. Comment t'as vécu ça, cette run de 4 shows-là? C'était. Ben, tu sais, on fait tout un peu de tournée. D'ailleurs, ça vient-tu de buzzer dans le. Non, tout est beau. OK, c'est juste dans mes oreilles. Je suis vraiment désolée pour ça. OK. Oui, parce que on a tous déjà fait de la tournée, mais c'était vraiment la plus belle tournée que j'ai faite. Et je suis revenue, puis j'étais un peu nostalgique de me dire, je pense pas que ça va être le fun comme ça. C'était comme les quatre, on était moi, toi, Sinem Cara et Marco Métivier. Ouais. Et c'était le mélange était comme parfait. C'était incroyable. Ça l'a pris tout de suite. On a eu vraiment du fun ensemble. Les quatre ensemble, il y avait pas. On était tous dans le même mood, la même énergie. Ouais. Ça, c'est rare. Tu fais quand même 5 heures, 6 heures de char pour aller en Abitibi. Fait que 5 heures, 6 heures de char avec du monde, mettons que, ben pas que t'haïs, mais tu sais, des gens que t'es comme, tu sais, on s'entend, mais de là à. Ça peut être long, hein, man. Ça peut être comme, hey, j'aurais besoin de mon espace, mais nous autres, c'était juste comme, on dormait, puis on s'envoyait chier, puis on riait. C'était écœurant pour de vrai. Oui. Petite mention d'ailleurs à Virgin, la drag queen qu'on a croisée en Abitibi, man, qui était tellement drôle, esti. On arrive à, je pense que c'était Ville-Marie qu'on l'a rencontré. Oui. On arrive là-bas. Il y a un serveur qui me demande ce que je veux. Je suis hey, je vais prendre un café noir. Il est comme parfait. Il s'en va. il revient avec mon café noir. Il me le dépose, puis il me regarde, puis il fait et voilà, la couleur de mon âme. Il fait juste s'en aller. Ah, c'est que c'était bon. Lui, là, il a fait partie de. C'est le soir d'ailleurs où le show était le moins le fun. Mais c'est là que c'est le deuxième soir. Mm-hmm. C'est là, on l'a échappé un peu au niveau alcool, mais le fun, tu sais. Mais c'était vraiment grâce à lui. Il faisait vraiment partie de tout ça. Il détonnait tellement de tout ce qu'on vivait je pense qu'on s'est comme agrippé à lui comme une bouée, puis on a fait ça. Tellement. Il est juste arrivé dans l'âge un moment donné à moi puis Cinéma, puis genre, je pense que c'était Marco sur scène. Fait que tu sais, toi, tu closais ce soir-là. Fait que tu sais, moitié du show, mettons, là. Puis là, il arrive à moi puis Cinéma, puis il est comme, bon, fait que là, prenez-vous des shooters ou je me gonne? Hey, j'adore ces personnages-là. Asti qui me font rire. Mais lui, d'ailleurs, parenthèse, on était avec Cinéma, puis tu sais, il y a un gars, un moment donné, assez chaud, puis on en a ri le reste de la tournée, qui s'est mis à creuser Cinéma, tu sais. Puis tu sais, là-bas, en Abitibi, il y a genre pas tant de monde de nouveau. Fait que on dirait que dès qu'il y a comme des humoristes qui arrivent, il y a des gars qui sont comme « Salut, toi! » tu sais. Fait que là, ils se mettent à gosser Cinéma un peu. Puis moi, je vais en voir le gars en question, Virgin, en fait. Ben, son nom, je me souviens plus de son prénom. C'est Jesse. Ouais, c'est ça, Jesse. Puis je fais « Hey, tu sais, ces deux gars-là commencent à gosser un peu, tu sais, comme... » C'est qui ces gars-là? Sont-tu corrects, tu sais? Puis il est comme, hey, pour de vrai, genre, ils sont pas troubles, comme, c'est vraiment du bon monde, blablabla. Je suis comme, ah, ok, parfait, tu sais, je vais m'asseoir, tu sais, là, continuer à faire une coupe de call à cinéma. Là, moi, puis Marco, on est en mode, genre, hey, les gars, comme, c'est assez, là, tu sais, ça va faire. Puis après ça, on en reparle dans la loge, puis Jesse est comme « Ah, si, je pensais que tu parlais genre des deux autres gars à l'autre table qui étaient tout seuls puis qui jasaient bien normalement, genre. » J'étais comme « Ben non, je parlais du gars qui avait son genou sur cinéma, si, genre, me semble que c'est assez clair. » Fait que, en tout cas, on a créé un bond avec ce gars-là, puis on s'est effectivement saoulé un peu. On s'est saoulé un petit peu à ce moment-là au bar, puis on a fait une promesse qu'on a quand même tenue. Promesse de saouler. On était comme « Hey, demain, on va bruncher comme du monde. » Puis pas bon.
Chris, c'est vrai, on est allé bruncher le lendemain. Puis il était là, fidèle au poste. Il nous a dit 1 heure, un restaurant, et on est allé. Oui, c'est vrai. Il a dit, j'avais de mon yoga. On était comme, Chris, qu'on n'est pas dans le même mood, là, nous autres. Non, non. Cet hôtel-là, d'ailleurs, Jess, c'était quelque chose, là. Oups là. Il a fallu qu'on pelte nous-mêmes pour rentrer comme dans notre chambre d'hôtel. La madame est comme, va juste falloir pelleter. On est comme, OK, c'est pas de trouble. On arrive là, il y a un asti de gros banc de neige. On est comme, OK, on n'a pas de pépines, nous autres, là. Ça prend une pelle. Moi, les places, en plus, comme les places de même, là, où je me dis, pourquoi c'est compliqué? Genre, c'est pas supposé être compliqué. Je loue une chambre. Là, First, on arrive là, il n'y a personne à la réception. Le cinéma sort dehors et comme, il n'y a personne, il n'y a pas de cloche, je ne sais pas quoi faire. Tu sais, on vient de faire comme 2 heures de route. On est juste comme, hey, pour vrai, on peut-tu aller dans notre chambre? Puis là, finalement, elle appelle le numéro. La madame finit par se pointer, mais il y a comme un 15. Puis t'es comme déjà 15 minutes pour louer une chambre, pour juste prendre les clés, dans le fond, parce que la réservation était déjà faite. Donc, la madame savait qu'on s'en venait. Là. Ouais. Puis, on arrive dans la chambre, elle nous donne les indications, passer par derrière, puis là, on arrive en arrière. C'est genre, il y a de la neige jusqu'à moitié de la porte. C'est Jay puis Marco qui sont obligés de pelleter. Moi puis Sinem, on est comme, mais c'est inacceptable. Attends, elle disait qu'elle allait revenir pelleter, mais on a eu le temps de pelleter, puis 1h30 plus tard, elle cogne à notre porte avec une pelle, puis elle est comme, je suis là. On est comme, ça fait 1h30 qu'on est dans le lit, là. On est juste en train de chiller. Oh my God, c'était quelque chose. Elle pensait qu'on allait attendre 1h30 de délai pour qu'on rentre dans notre chambre. C'est pas exagéré. Elle est comme, c'est pas grave, ils vont attendre dans le char. Il n'y a vraiment pas de problème. Puis tu sais, en temps normal, tu fais comme, au pire, tu sais, ils vont comprendre, il y a d'autres clients. Là, aucun client à l'hôtel. Il y a personne, esti. Personne. J'adore ça. Ouais. Mais il n'y a pas... Tu sais, je pense qu'il y a 2 motels dans cette ville-là. Ouais. Tu sais, pas vraiment de compétition. C'était vraiment un genre, gars, c'est comme ça. Puis... Au pire, allez coucher à l'autre hôtel si vous aimez mieux ça. Tu sais, l'espèce de... Comme il n'y a vraiment pas de compétition en ce moment-là. Mais toi, t'aimes-tu ça faire des shows en région, Jess? C'est-tu quelque chose que tu apprécies ou t'as-tu... Comment tu trouves ça? Oui, je trouve ça important de faire des shows en région parce que c'est important, mais c'est sûr que c'est pas... Il y a une adaptation. Ouais. À avoir. Puis, on le dit souvent, là, comme on entend souvent, ceux qui écoutent des podcasts vont sûrement, les humoristes le disent souvent que des fois en région, c'est plus difficile pour certains, des fois d'autres, c'est à Montréal, c'est plus difficile. Mais c'est important de le faire, peu importe. Que tu rentres bien à Montréal ou que tu rentres bien en région, c'est important d'aller se mettre dans la situation inverse. Mais je trouve qu'on finit par trouver notre fun pareil. Oui. Puis c'est... Tu sais, des shows où tu fais « Oh, ça a été difficile pour moi ce soir », mais tu es quand même capable de trouver du positif, de faire « Ah, mais au moins, je sais sont où mes vrais gags universels, si on veut, tu sais. » Parce que tu fais « Ah, j'ai eu un rire là », ça veut dire que ça, c'est un bon gag qui peut fitter gars-là, tu sais, que tout le monde a le référent, tout le monde a compris. C'est pas trop montréalais, c'est... Oui, 100%. Puis il n'y a rien de plus le fun que d'avoir comme un genre de... Tu sais, tu fais pas tant du... Moi, je fais pas tant du nouveau, mettons, en région. Tu sais, j'essaie de plus me présenter. Là, mais tu sais, il y a de quoi de cool à... Tu sais, mettons, t'es confortable dans ton set. Tu sais, là, tu fais « Hey, je vais plugger ce nouveau genre de petit bit-là. » Ouais. Ça rit beaucoup. Puis t'es comme « Oh, Chris, OK, c'est pas juste, comme tu dis à Montréal, que ça rentre. C'est le fun. » Puis il y a de quoi de le fun là-dedans. T'es comme « OK, ça veut dire que c'est une bonne joke partout. » Là. C'est juste une bonne joke. Là. Ouais. Puis il y a aussi le fait que des fois, tu fais... Ah, ben, tu vas en région pour savoir où est-ce que tu vas aller quand tu vas éventuellement produire ton show. Ouais. Des fois, il y a des villes où tu fais Ah, ben, tu vois, celle-là est rayée de la carte. Je passerai à côté. J'irai tout droit. Mais c'est drôle, j'ai fait des shows avec Pinot. Là. Chris, on s'est rendu genre à Natashquan. Mais oui, toi, t'en as fait, là, mon Dieu. Mais tu sais, tu fais comme Hey, c'est cool, là. Tu sais, il y a la Rosec qui existe, là. La Rosec qui est c'est comme une espèce de route de show sur la Côte-Nord que tu fais, puis il y a plein de salles qui t'engagent, tu sais, qui engagent ton show, qui achètent ton show, en fait. Puis, Chris, t'arrives à des places super le fun, mais t'as des places où ça te sert à rien de faire ton show, là. Tu sais, Natashquan, mettons, la majorité des gens dans le public étaient pas de Natashquan. C'était du monde qui était comme juste comme ah, on est venu acheter genre des lobster rolls dans le coin, on a vu qu'il y avait un show, aussi bien l'écouter, tu sais. Puis tu fais comme pourquoi je
fais mon... Et puis, à Natashquan, c'est tough rentrer là, Just. Oh, c'est tough. Puis là, moi, je pensais à Pinot qui avait 1h30 à faire. J'étais comme, tabarnak, man. 1h30 à Natashquan. Ça a bien été ou il a survécu, genre? Oui, Pinot, tu sais, il rentre crissement partout, là, honnêtement. Il n'y a pas une place que je ne l'ai pas vu rentrer. Il rentre à Montréal, il rentre à Québec, il rentre partout. Moi, c'est un petit peu différent. Tu sais, je suis quand même assez... Je m'exporte bien, mais comme... J'ai pas non plus l'expérience que Pinot a de faire des shows de même. Puis j'ai pas... Tu sais, mettons, j'en parlais avec Guillaume. Lui, il arrivait, puis il était comme, OK, mettons que la soirée, c'est de la merde. J'ai mes anecdotes que... Tu sais, c'est des 10 minutes, c'est une bonne anecdote. Je le sais que c'est une bonne anecdote, no matter what. Mais moi, mettons, c'est pas nécessairement de l'anecdote que je fais. Je vais faire un mélange d'anecdotes puis de stand-up. Fait que, tu sais, des fois, quand j'ai passé mes 2 anecdotes que j'aime bien, là, je m'enligne sur mon 20 minutes de stand-up où je parle un peu plus de comment je me sens par rapport à mon père. À Natashquan, j'ai comme l'impression qu'il s'en calisse un peu. Ouais. Mais toi, tu fais quand même du stand-up assez classique aussi. Ouais. T'as-tu eu plus cette misère-là de builder à ce niveau-là, mettons, en région, ou comment ton développement, ça a été tough à ce niveau-là? Ou? Ah oui, 100%. Puis je trouve que les premières parties, c'est vraiment une bonne... c'est tough, c'est une bonne école. Puis il y a des places, là, tu vas faire comme... C'était tellement facile, mon Dieu. Tu sais, des fois, t'en pognes là, 3 de suite que tu fais « My God, j'ai eu du fun. » Puis tu sais, tu rentres à froid. Le monde ne savent même pas que t'es là. Tu sais, puis après... Puis t'as du fun, genre que tu fais comme « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'aurais fait ce show-là gratuitement. » Tu sais, dans le sens que c'était tellement le fun. Puis d'autres fois, t'es comme « Épalaï! » Puis je trouve que la première partie, en plus, c'est que, je sais pas toi, mais quand ça va pas bien, ou tu sais que c'est difficile, mettons, c'est que tu te prends sur toi, puis là, tu te mets à penser à l'humoriste qui est en coulisses, puis tu te dis, il va-tu trouver que j'ai assez bien réchauffé sa foule? Mon Dieu, je suis ici pour rien. Parce que, pour vrai, les premières parties, tu sais, oui, c'est le fun pour le trajet, mais c'est surtout ça notre job. C'est vraiment le fait d'habituer les gens à écouter du stand-up parce que, voilà 4 secondes, ils se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient faire en fin de semaine ou ils parlaient des bulletins scolaires de leurs enfants. Là. Fait que, tu sais, on sert vraiment à ça. Fait que là, moi, je trouve qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte. On dirait que plus ça va mal, plus t'es mauvais. Oh, parce, que, parce que plus tu te dis, genre, c'est pas juste la pression de toi. Tu sais, comme je trouve que, mettons, en Abitibi, on faisait toutes des 20 minutes. Tu nuis pas à la prochaine personne si t'es pas bon ou si ça rentre pas. Tu te mets pas cette pression-là parce que tu te dis, on est tous payés pareil, on est tous dans le même bateau. Ouais. Mais une première partie, t'es vraiment engagé pour ça. Tu sais, t'es comme un peu l'animateur de foule, mais qui anime pas la foule, finalement. Ouais, puis en plus, c'est comme, eux autres payent un billet pour, mettons, l'humoriste en question, mettons, Guillaume Pinot, dans mon cas, payer un billet pour Guillaume Pinot. Ouais. De voir 15 minutes d'un inconnu qu'ils ne connaissent pas, qui a moins d'expérience, que tu essaies de faire croire à ces gens-là aussi, c'est ça ta job, de faire « Hey, je suis béton, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous autres, tu sais. » Mais effectivement, les autres sont comme, si tu me fais pas rire en dedans de 2 minutes, moi, c'est pas toi que je suis venu, c'est pas pour toi que j'ai payé. Fait qu'il y a comme une espèce de truc additionnel de stressant que faut que tu sois drôle puis vite, là. Ouais. Fait que oui, il faut que tu réchauffes pour l'humoriste, mettons, en question, mais faut que tu gagnes le cœur du public parce qu'ils te connaissent pas puis tu pars à -2. C'est vraiment tough faire les premières parties, honnêtement. T'en as-tu fait beaucoup? Pas autant que toi, mettons, mais j'en ai fait quand même une couple, tu sais, de plusieurs. Tu sais, comme en ce moment, je fais Simon Delille un peu. On est comme en alternance, nice. Une couple. Ouais. Puis j'ai fait Cathy Gauthier quelques fois. J'ai fait Marco Métivier quelques fois. J'ai fait, Michel Desrochers. Ah, nice. Ouais, fait que tu sais, il y en a vraiment que tu fais, ça, ce public-là, ça fonctionne super bien avec moi. Tu sais, on dirait que les humoristes moins établis, exemple, mettons Michel, les gens viennent déjà un peu dans l'esprit de découverte. Oui. Puis ça va super bien. Ils sont déjà fans ils viennent déjà voir une femme. Fait qu'on dirait que ça va, sont pas. Fait que tu te dis jamais, genre comme, sont-tu déçus que ce soit une fille? Sont-tu comme, tu sais, fait que ça va super bien avec Michel Desrochers. Simon Gouache, même chose, son public est incroyable. Les fois que j'ai fait sa première partie, c'était
super le fun. Hey, c'est vraiment une esti de belle gig, ça, les premières à gauche. Là. Ouais, vraiment, vraiment. Toi qui aimes Simon aussi, je pense que tu l'apprécies oui, un oui, peu. oui, vraiment. Un petit peu. Une petite affaire. Une petite affaire. Fait que, ouais, il y a vraiment des gigs dans même. Puis c'est ça. Puis des fois, c'est comme tu rajoutes à faire la première partie de quelqu'un déjà tough. Puis en plus, tu t'éloignes en région. Là, tu fais c'est ça. Là. Il y a des fois où vraiment, t'es comme. C'est du stock super rodé qu'on fait en première partie souvent. Là. C'est rare que tu vas là avec un numéro que tu as fait 2-3 fois. Là, ah oui, non, oublie ça. Là. Puis des fois, tu es comme quand même stressé tellement. Tu es comme, oups là, à cette ville-là, j'ai comme l'impression que ça va être difficile. J'ai comme un feeling que je ne vais pas laisser des beaux souvenirs à ces gens-là. Mais ultimement, c'est ça qui est fucked up aussi avec la région, c'est qu'après ça, tu y retournes dans 3 ans, puis ils ont oublié en esti t'étais qui. Là, oui. C'est ça qui est cool. Mais toi, tu sais, là, on parle d'humour, on parle de. Ultimement, ce que j'aime de mon podcast, c'est qu'on jase de toi, on jase de t'es qui, esti. Les gens qui écoutent le podcast, probablement qui savent t'es qui, il y en a qui ne savent pas t'es qui. Moi, je veux savoir, Jess. Moi, je t'ai connu, là, peut-être 4 ans. Ça doit faire 3 ans. Tu fais 4 ans, tu fais de l'humour? Ouais, 4 ans, ouais. OK. Tu as commencé à faire ça, t'as pas commencé à 18 ans. Tu as commencé, tu t'es rendu compte, moi, Chris, attends un peu, je veux être humoriste, finalement. Ça a été quoi ton parcours à ce niveau-là? C'est quoi tu faisais avant de faire de l'humour? Puis pourquoi tu as fait fuck off, je fais de l'humour? Moi, je travaillais en restauration. En fait, j'étais livreuse de poulet. J'ai livré de la pizza aussi avant, mais principalement du poulet. J'aime que tu le dises. J'ai livré la pizza aussi, faut le dire, là, mais ça a été principalement des cuisses. Vraiment fait carrière au niveau de la volaille. Mais... ouais, fait que dans le fond, j'ai toujours voulu faire de l'humour. Moi, je suis même pas allée au cégep. Fait que, tu sais, j'ai fini mon secondaire 5, puis je savais pas en quoi. C'est pas que je voulais pas y aller nécessairement, c'était pas une décision qui était. Mais je regardais vraiment tous les programmes, puis j'étais comme. Pourquoi Fait que, tu sais, ça a commencé avec genre 1 an de sabbatique, de je vais penser à dans quoi je m'en irais. Puis finalement, c'est juste. Je voulais faire de l'humour, mais j'étais pas game, tu sais. OK. Puis je pensais pas que c'était accessible du tout. Je pensais pas que j'étais assez drôle pour ça. Tu sais, comme tout ça, là, tu sais, pas assez confiance en moi. Puis moi, j'ai quand même travaillé jeune dans la vie. Fait que j'ai lâché le secondaire, puis j'ai commencé à travailler 40 heures semaine. Puis après ça, c'est très, très difficile de lâcher 40 heures semaine où tu gagnes quand même bien ta vie. Puis à retourner au cégep après ou t'enligner ailleurs. Fait que j'ai juste continué dans cette voie-là, tu sais, par paresse, puis j'étais habituée de gagner une paye de 40 heures semaine. Ça ne me tentait pas de tomber à 15. Là. Si bon, non, c'est sûr. Là. Ouais. Fait que ça devait être quand même comme challengeant d'être en train de... Puis tu sais, quand tu travaillais, tu disais-tu genre asti que je devrais le faire, asti que je devrais faire de l'humour, je devrais me lancer, ou tu étais tellement dans ta bulle de faire du cash, de piler, que tu y as même plus pensé à un moment donné? Ouais, j'étais dans ma bulle quand même, puis je pense que je l'ai comme poussé ça loin dans mon cerveau, là. Tu sais, il y a comme j'ai comme bloqué ça, on dirait. Fait qu'il y a eu comme un 5 ans où j'y ai pas pensé, pas en tout, mettons. Ah ouais? Puis là, à 25, 26, là, ça commençait à revenir de temps en temps. Puis là, j'étais comme, je passe ça à côté de quelque chose. Là. Tu sais, j'allais voir des shows d'humour, puis je checkais du stand-up à la télé, puis je me disais genre, Colin, tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, quand tu vas voir des shows, puis je sais pas si ça te fait ça, là, tu sais, les premiers shows d'humour que tu vas voir, il y a comme quelque chose qui se passe en dedans, puis tu fais, c'est ça que je veux faire. Là. Tu sais, comme il y a vraiment comme un appel, genre, de la scène, je sais pas trop, c'est bizarre à dire. Puis je me rappelle que j'avais 29 ans, puis j'étais allée dans un voyage de 3 semaines avec ma sœur, Espagne-Portugal, puis on est dans l'avion, genre, puis c'est un peu long, là, tu sais, c'est comme un 7 heures d'avion, je pense. Puis là, on est dans l'avion, on se met à parler un peu plus profondément, puis je suis comme, je pense qu'il faut que j'essaie de faire de l'humour. Puis elle était comme, tu m'as jamais parlé de... Tu sais, j'avais jamais parlé de ça. Puis on même pas de ton trip envers l'humour, même pas de ta passion envers l'humour, je zéro? Non, ben tu sais, toute ma famille tripe un peu sur l'humour, fait qu'ils savaient un peu, tu sais, ils savaient que j'aimais ça, mais pas que je voulais devenir ça nécessairement. Puis tu sais, j'avais jamais rien fait pour ça, fait que c'était un peu bizarre, là. Tu sais, moi, je flippais des maisons, je travaillais, je livrais du poulet. Fait que tu sais, le monde était comme, ça va être ça sa vie, là, tu sais. Oui, elle est bien partie. Tout en ligne pour ça. Mais... fait que c'est ça qui est un peu arrivé. Là, j'ai dit à ma soeur, puis j'ai fait, je pense que là, je vais avoir 30 ans, je vais au moins l'essayer pour arrêter de me poser la question.
OK. Tu sais, je me disais, je vais l'essayer, puis après ça, si ça marche pas, puis que je t'ai chié, ben j'ai arrêté d'y penser, mais au moins, ça va arrêter de me trotter dans la tête tout le temps, tu sais. Ouais, je comprends. Parce que toi, ça faisait longtemps là, que tu tripais sur l'humour. Là. Tu Ouais. t'es pas mis à triper sur l'humour à 25 ans. Là. Non, j'ai toujours trippé là-dessus. J'allais voir toutes les shows, honnêtement, là, qui passaient à Saint-Jean ou à l'Étoile, Ouais. 10-30, là, tu sais, tous mes humoristes préférés, j'étais là. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, c'était vraiment... Mais toi, mettons ta soeur, là, quand tu y as, tu sais, mettons, juste parce que de dire, hey, j'aime l'humour, puis de dire, hey, je veux faire de l'humour, c'est deux affaires en esti. Ouais. Toi, mettons, ça a été quoi ta connexion avec le fait que tu étais comme, je pense, je pourrais en faire? T'sais, y a-tu un moment donné dans ta vie où tu as vécu de quoi, t'as fait rire tout le monde ou whatever, puis t'as fait, hey, moi, j'aimerais ça faire. Ou c'était vraiment en regardant les humoristes, t'as fait, hey, ça a l'air débile ce qu'ils font. Là. Les deux. Il y a quand même un. Tu sais, j'ai toujours été comme un peu la drôle de la gang, là, tu sais. Mais je trouve, je savais très bien que c'était deux choses complètement différentes. Ouais. Tu sais, comme être drôle puis puncher, puis écrire des textes, aller les livrer, donner les clés au public. Et là, c'est plusieurs marches de différentes. Ah oui. Ça, les joueurs d'impro, souvent, ils s'en rendent compte quand ils commencent à faire du stand-up. Oui. Puis nous aussi, on s'en rend compte en esti Oui. quand on commence à faire du stand-up, puis tu fais c'est ça. C'est quelque chose, là, oui, absolument. Oui, absolument. Fait que c'est. Mais oui, je me rappelle que moi, j'allais voir au Saint-Cyboire, très jeune, mettons, ben très jeune. J'avais genre, je pense, 21, 22. Là. J'allais au Saint-Cyboire voir Corinne Côté qui animait jadis dans le temps. Fait que je suis allée là par hasard, là, une de mes amies qui fait hey, on va-tu là? Puis première fois qu'on allait dans un comédie club, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce temps-là, c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Là, non, c'est ça. Fait que on va comme là, puis je vois Corinne animer, Corinne que je connaissais pas de temps. C'est vraiment le début de. Puis là, j'ai eu un déclic parce que c'était la first and fille, fait que c'est plus facile de s'identifier puis de faire OK, parce que dans ce temps-là, les seules femmes qui réussissaient, c'était que moi j'avais vu, mettons, c'était Marlise Pilote, Lise Dion, Cathy Gauthier. Fait que c'est difficile quand toi, t'es ado de t'identifier à eux parce que t'es comme, ben ça me rejoint pas tant. Puis Cathy, c'est pas mal la première que je tripais à ce moment-là quand j'avais 20 ans. Parce que je me disais, Chris, qu'elle en dit des affaires, puis qu'elle est bonne. Puis Cathy, c'est vraiment une bête de scène. Là, fait que c'est one-man show, j'étais genre, tabarnak, elle est bonne, tu sais. Mais Corinne, là, c'était vraiment du stand-up extrêmement classique. Puis là, ça a vraiment eu un déclic où j'ai fait oh, ça peut être ça, animé. Puis tu sais, elle venait tester des affaires parce qu'elle animait, puis tout. Puis là, je me suis vraiment dit, OK, ça peut vraiment être ça, faire du stand-up. Là, elle faisait. Puis tu sais, je veux pas dire ça, mais c'est la première fois je veux pas dire ça, mais je vais le dire. Corinne, je me suis vraiment dit à ce moment-là, elle fait la même chose que les gars, tu sais. C'était comme la première fois que je voyais comme des textes que j'étais comme, il n'y a pas de différence, tu sais. Je comprends à 100%. Ouais. En plus, même moi, en plus, quand j'ai découvert Corinne, j'étais genre, c'est niaiseux à dire, mais j'étais vraiment genre, hey, asti que j'ai l'impression que c'est vraiment juste le stand-up qui me fait triper en ce moment. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des artistes que tu vois sur scène que tu fais comme hey, cette personne-là est débile ou cet artiste, tu sais, de la manière qu'il fait ça ou qu'elle fait ça, c'est fou, mais on dirait qu'à chaque fois que je voyais Corinne sur scène, j'étais genre hey man, les jokes sont bien écrites puis c'est le fun. Puis on dirait que c'est la même affaire pour Gouache ou c'est là que tu tombes en amour avec l'art puis t'es comme j'aimerais ça en écrire une bonne en Chris aussi, tu sais. Mais 100%. Ouais, c'est ça. Fait que toi, tu l'as vu au Saint-Cyboire, t'as fait, hey, pour vrai, genre, là, je connecte en esti avec quelqu'un, là. On dirait que c'est moi sur scène. Tu t'es reconnu en esti. Ça fait du bien, ça, se reconnaître dans un artiste. J'ai l'impression que t'es comme, OK, Chris, attends, j'ai ma voix, là. J'ai de quoi, je suis là, là. Absolument. Fait que là, quand t'as vu ça, t'as fait, hey, faudrait que j'essaye. Puis t'avais quoi? T'avais quel âge dans ce temps-là? J'avais jeune vingtaine, c'est ça, 21, 22, je pense. Fait que c'est pas là que je me suis dit ça, mais c'est juste ça. Ça t'a travaillé, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, ça vraiment vers 29 ans, là, parce que là, je me disais, là, je vois le 30 ans arriver, puis il faut que je fasse de quoi. Puis, si j'en ai parlé à ma soeur, après ça, à mon jeune frère aussi, j'y ai dit, hey, je me suis inscrit au cours du soir à l'école de l'humour.
en revenant du voyage avec ma soeur, c'est ça que j'ai fait. J'ai googlé comme débuter en humour. Je savais trop pas. Tu sais pas par où commencer. Ouais, non, pas du tout. Fait que j'ai fait ça, puis là, il y avait cours du soir pour débuter à l'école. Fait que je me suis inscrite à ça. Puis mon petit frère était comme, ben oui, Chris, il dit, chaque fois que tu racontes des affaires, tu l'as tellement. Puis tu sais, il dit, quand tu racontes des histoires d'un souper de famille, on le sait que tu exagères un peu les personnages, mais comme tout le monde rit, tout le monde est crampé. C'est comme une convention que. Puis j'avais comme pas réalisé que je faisais ça. J'étais déjà un peu en train d'écrire du stand-up en racontant des petites anecdotes bien banales. T'sais. Fait que ça m'avait un peu sonné une cloche que lui fait comme, mais oui, on le voit que tu as quelque chose quand tu racontes des affaires. Puis mon frère est en construction. C'est pas quelqu'un qui. Il n'y a pas rapport dans le métier, là, mais j'étais comme. C'est le fun de se faire dire ça par. Il aurait pu juste faire, ah ben oui, il va essayer, mais Fait que là, je me disais, OK, il y a peut-être de quoi. Puis finalement, après les cours du soir, j'ai juste jamais arrêté. Puis ça. Fait que toi, il n'y a pas eu une surprise là, pour tes parents, ta famille. Ils n'ont pas fait comme, pardon, genre, ta vie va tellement bien, tu travailles fort, tu mets de l'argent de côté, tu as une maison. Qu'est-ce que tu cries? Il n'y a pas eu ça. Là. Ta famille ont été cool avec ça? Oui, ils ont vraiment été cool avec ça. Puis je pense qu'au contraire, moi, dans le sens que ma job, tu sais, j'étais livreuse de poulet. Mon père, il devait se dire, genre, ben, si ça marche pas, l'humour, elle retournera, là, tu sais, dans le sens que c'était pas comme si je lâchais un doctorat, là, tu sais, dans le... Ouais, j'avoue. T'avais quand même, puis vas-y. Excuse, puis tu sais, dans le fond, vu que je lâchais pas ma job, tu sais, je faisais juste un peu réduire mes heures. Quand mes shows ont augmenté, je réduisais mes heures de poulet, puis finalement... Fait que, tu sais, comme j'ai jamais vraiment eu le... Je me pitch là-dedans à 100%, puis là, j'ai pas vraiment de revenus d'autres que 25$ pour aller à l'abreuvoir, là, tu sais. Fait que c'est jamais arrivé. Hein? Ces premières années de revenus au Tekken. Toi, tu l'as vécu, toi? De? Ça. T'as-tu vécu juste, à un moment donné, tu fais juste vivre de tes shows de rodage, comme... Oui, mais moi, j'ai été mardeux rapidement, honnêtement. Je suis sorti de l'école. Là, je travaillais dans un resto avec Simon Boisvert. Ouais. Puis c'était super le fun, honnêtement. Je me souviens même pas de m'être dit, hey, faut que je vive en humour. C'était vraiment comme je faisais de la resto, j'habitais avec Simon, on était ensemble, puis on faisait nos shows West Shefford, puis on tripait. T'sais. Puis j'ai pogné, ça les gens l'oublient, mais David Beaucaire, j'aime beaucoup me le rappeler d'ailleurs. Mais moi, j'ai pogné un contrat de pub, genre fucking payant pour le Mont-Saint-Sauveur. Je faisais genre la publicité. C'était rendu genre la tête d'affiche de Saint-Sauveur parce que j'avais animé un show dans ce temps-là, dans cette ville-là. Puis pour faire de la promo, j'avais fait des vidéos dans la ville. Puis le Mont-Saint-Sauveur ont fait, hey, ce que tu fais, on veut que tu fasses ça pour nous. J'ai signé un gros contrat avec eux autres de genre 20 000 balles. Une affaire la même. Wow! C'était comme moi, j'étais genre OK, ça va vite l'humour. Là. Ça va quand même vite. Là. C'est quand même assez facile. Tu sais. Fait que j'ai fait ça un hiver. Ça a tellement pas marché. Là, tu sais, comme ça a vraiment pas fonctionné de mon côté. Il y avait plein d'affaires que je comprenais pas, que je fonctionnais pas, j'étais pas là. Puis de l'autre côté, le Mont-Saint-Sauveur. En tout cas, c'était vraiment comme une espèce de truc à deux qui a fait comme moi, ça marche pas. Fait que là, ça a comme chié là. Moi, j'avais un peu de cash de côté, fait que je continuais à faire de l'humour. Puis en même temps, pour vrai, 3 mois plus tard, Pinot m'a vu à sa soirée, puis il a fait « Hey, je t'essaierai en faire partie. » Puis c'est parti de même, tu sais. Fait qu'on dirait que c'est plus, moi, en revenant de la pandémie, que j'ai vécu le vrai genre « Oh Chris, faut que je grind, là. Faut que je fasse des shows en esti, parce que là, j'avais arrêté de faire les premières à Pinot, j'avais fait ça pendant 3 ans. Puis là, c'était juste des shows de rodage à gauche, à droite, des corpos, des affaires. Mais tu sais, je suis quand même chanceux de privilégier d'en faire. Mais oui, un moment donné où tu fais comme Chris, faut que j'aime ça, là. Faut que j'aime ça ce que je fais en ce moment parce que moi, la soirée où tous mes amis décident d'aller à telle place, chiller, ou tu sais, mettons, hey, on va-tu faire du ski à Whistler une fin de semaine? Je peux pas y aller, là. Je peux crissement pas y aller, là. De un, parce que j'ai des shows, mais de deux, j'ai pas d'argent pour ça, tu sais. Fait qu'on dirait que tu sacrifies un peu plus. Mais toi, as-tu vécu un peu ça aussi, l'espèce de peur de... Tu sais, là, je vais tomber à pas faire de cash puis pas pantoute, là. Je vais aimer ce que je fais. Je suis passionné, mais comme toi, étant une travaillante depuis que t'es jeune, ça a-tu été un petit gamble pour toi? Ben oui. Puis tu sais, moi, c'était un peu... ça s'est fait quand même graduellement. Par contre, j'ai quand même été chanceuse vu que, ben, tu sais, moi, je livrais du poulet, puis...
il était vraiment fin avec moi, dans le sens que quand j'avais des shows, j'écrivais mes... Je pensais que tu allais dire, il était vraiment bon. C'était du bon poulet. Fait que ça a bon. fait de la peine de quitter ce bon poulet. Excuse-moi. Continue. Mais il était aussi très bon. Mais... Vas-y, excuse-moi. Oui, non, il n'y a pas de stress. Fait qu'il me laissait prendre mes congés. Puis, fait que, tu sais, moi, déjà, j'avais déjà, mettons, des fois, je prenais congé, donc je perdais, mettons, 100 quelques piastres que j'aurais fait dans ma soirée de salaire, de livraison, pour aller faire 25 piastres dans un bar, tu sais. Fait qu'on dirait que je le faisais déjà graduellement perdre de l'argent pour aller faire de l'humour. Puis moi, je le voyais vraiment comme... Quand j'ai fait des cours du soir à l'école de l'humour, Eddie King était venu parler. Puis il avait dit que, tu sais, lui, il avait fait comme 4 fois les auditions de l'école de l'humour, je pense, puis il avait été refusé. Puis à un moment donné, il avait fait, ben je vais apprendre par moi-même. Puis il avait dit, au début, il faut accepter de payer pour faire de l'humour. Il dit, moi, je le voyais comme, tu sais, les gens qui font l'école de l'humour, ils payent 15 000 pour être là. Ben moi, je vais payer pour aller faire des open mic, pas payer à Ottawa. Si, tu sais, dans le sens que ça revient au même, ton 60 pièces de gaz que tu dépenses, plus ton repas que tu vas manger, ben ça fait comme si tu accumules ça, puis à un moment donné, ça fait 15 000, puis comme si tu étais allé à l'école de l'humour, puis tu apprends un peu, tu sais. Fait que c'est un peu ça, faut accepter que des métiers artistiques comme ça, c'est rare que tu réussis sans que tu payes pour le faire à un moment donné. Tu sais, il y a comme soit en formation ou soit en faisant des shows gratuits ou... Ben, c'est que tu deviens un investissement personnel, dans le sens où tu es un produit. Malheureusement, le produit, c'est pas un produit, c'est toi. Fait que, tu sais, t'as pas le choix d'investir. Tu sais, des fois, puis j'en parle des fois dans mes podcasts, mais je trouve ça tout le temps intéressant parce que moi, je suis quelqu'un qui se compare beaucoup. Puis même ma blonde, des fois, elle est genre, hey, tu te compares vraiment trop, là. Comme, relax, tu sais, mais je me compare pas en humour, je me compare surtout avec mes amis alentour de moi qui ont le même âge que moi, mais les autres, ça fait des années qu'ils grindent sur une job bien stédée, puis tu sais que, oups, s'achète une maison, s'achète un condo, pense à avoir des enfants. Moi, je regarde ça aller, des fois, je suis comme, et peut-être, je suis pas là, là. Mais après ça, il faut que je me ramène en faisant, mais non, mais c'est ça, moi, mon investissement, c'était une affaire impossible. Tu sais, comme, je veux dire, c'est le milieu des arts, là. Je veux dire, j'ai pas le choix de tout donner, sinon je ferais jamais ça, tu sais. C'est ça. Fait que toi, je veux dire, t'as-tu des moments, des fois, où t'es comme, hey, une chance, je suis passionné parce que c'est tough faire ça, tu sais? Oui, puis ça fait que ce que des fois j'ai trouvé tough à un moment donné, c'est quand j'ai vraiment lâché ma job pour vivre de ça à temps plein. Là, des fois, tu vois ton horaire, puis tu fais, mais ça se peut comme pas. Tu sais, j'ai pas de congé. Je suis une journée tu sais, j'étais à Chicoutimi, puis après ça, 2 jours plus tard, il faut que je retourne à Québec. Tu sais, comme il y a des affaires qui n'ont pas de bon sens. Mais tu fais, je peux pas ne pas faire ça, sinon je paye pas mon loyer. Tu sais, fait que tu acceptes toutes les gigs au début, mais ça te fait des horaires, des fois, qui ont aucun. Tu choisis pas, tu sais. Fait que t'as des semaines qui n'ont pas de bon sens. T'es brûlé, puis il faut que tu le fasses pareil parce que tu fais, je peux même pas annuler ce show-là parce que j'ai besoin de l'argent. Fait que tu le fais. Tu sais, comme, c'était ça, des fois, que je trouvais. T'as un bout où, des fois, ça arrive souvent que t'as pas de jour de congé pendant un petit bout ou que t'as pas de jour de congé collé, mettons. Tu sais, t'as un dimanche, puis après ça, tu repars. Tu sais. Ouais. Puis même le dimanche, t'es comme, OK, ma semaine, comment je la place? Fait que tu sais, t'es tout le temps dans ta tête un peu, là. T'es tout le temps comme en train de penser. Mais j'avoue que toi, sortant d'un 40 heures où t'avais probablement ton samedi-dimanche, je sais pas c'est quoi ton horaire, mais tu sais, tu vas avoir des congés, des semaines de congés, t'as un step à prendre, là. C'est un espèce de... Mais en même temps, c'est sûr que tu dois être la première personne à dire si t'aimes quelque chose, va le chercher, là. Oui, 100%. 100%, tu sais, mais reste que la fatigue, des fois, est là. Puis moi, je trouve que gérer le temps aussi, puis tu sais, je trouve que c'est tough à un moment donné de dire à tes amis, genre, ben, je sais pas si je peux être là pour vrai à ton Sweet Fight samedi, parce que c'est sûr que si je me fais offrir une gig de première partie, il faut que je dise oui, parce que cet humoriste-là s'en va peut-être en one-man show après, puis je veux peut-être rentrer dans sa rotation de remplaçant. Tu sais, comme, il faut tout que tu prévois. Fait que, tu sais, des fois, de dire à tes amis, genre, ben moi, ça serait le dimanche, puis même là, comme... Tu sais, des fois, c'est comme... Je trouve que c'est tough, puis de gérer ça, des fois, plus que l'argent. Parce que moi, pour vrai, je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup. Tu sais, j'ai pas...
Fait que j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est un stress que je me suis éliminé moi-même, dans le fond. Fait que ça, c'est bien. Mais je trouve que, ouais, de pas pouvoir accepter des gigs, tu sais, comme des saisons d'humour, là, pas des gigs, mais mettons, hey, on va-tu 3 jours dans un chalet? Puis tu fais, je peux pas vous dire oui, je peux pas réserver d'avance quelque chose, parce que je sais pas qu'est-ce que je vais me faire offrir, puis c'est une gig que je peux pas passer à côté. Puis ça, des fois, je trouve ça plus stressant quasiment que l'argent. Ouais, puis tu te fais honnêtement, en tout cas personnellement, là, moi je me fais tout le temps écrire la fin de semaine que je suis dans le bois. Je suis rendu comme le samedi dans un chalet, je suis comme hey, j'ai une fin de semaine, je me fais écrire à 3 heures, veux-tu neiger au bordel, je suis comme. Ouais, c'est ça j'allais dire, j'étais comme mes souls, Non, je peux pas. Je suis vraiment trop loin. Je suis désolé. Puis là, c'est la personne qui était pas dans. Mais à un moment donné, par contre, ça fait quand même une espèce de 5-6 ans que je fais ça. Là. Puis à un moment donné, tu fais ben non, gars, ça me prend ces moments-là dans ma vie pour me sentir vivant, puis m'aimer, puis être de bonne humeur pour après ça être bon dans ce que je fais. Parce que moi, je l'ai fait, là, je ne suis pas en train de dire que j'ai une grosse carrière, là, pas du tout, là, mais dans le sens, je me suis rendu compte de ça récemment. Je l'ai fait en esti, les enlignés du lundi au dimanche, les shows pendant un bout. Là, puis à un moment donné, tu n'as pas de vie sauf tes shows. Puis ça me rendait malheureux parce que j'avais rien à dire. Esti. C'est ça. Je trouvais que j'avais absolument rien à dire. Puis ça, c'est la différence, je trouve, entre toi et moi, dans le sens où tu as commencé à un âge où tu as du vécu derrière toi. Tu as fait des affaires dans ta vie. Tu as vécu des trucs, ta vie était différente. Moi, j'ai commencé à 20. Je suis rentré à 18 à l'école de l'humour. C'est fou. Ma vie, c'est ça, tu sais. Fait que des fois, je me recule et je fais comme, hey, là, faudrait là, que je prenne une semaine pour juste faire des affaires, tu sais. Ouais. T'as-tu trouvé que c'était un avantage de ta part ou comment t'as vécu ça de faire, ah ben c'est cool parce que là, j'ai commencé à faire ça, j'ai une maturité, j'ai un recul. Aurais-tu fait ça à 20 ans, mettons? Non. Je trouve ça fascinant. Moi, tu sais, je suis. Il y a toi, tu sais, comme Mégane Brouillard, je suis aussi quand même proche de Mégane. Puis, tu sais, Mégane a 22 ans. Tu sais, comme, ça n'a pas de bon sens. À votre âge, j'aurais écrit de la pure merde, c'est sûr. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on faisait. Mais pas Mégane. Mégane, drôlement, est calissement bonne. Non, mais tu sais, toi aussi, tu sais, tout le monde les jeunes, tu sais, Charles Brunet, que je suis comme, vous êtes tous calissement forts. Puis moi, c'est sûr, j'aurais été dégueulasse, ça n'a pas de bon sens. J'étais vraiment conne dans ma jeune vingtaine. Oh, oui. Oh, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? T'étais conne? Je pense que j'étais pas mature émotionnellement. Okay. Je me connaissais pas tant. J'avais pas... Tu sais, j'ai vraiment eu besoin de vivre. Moi, ma vingtaine, c'est pas tant que ça un beau... Tu sais, moi, j'ai 35, là, puis je trouve ça vraiment le fun, la trentaine. J'ai vraiment... à partir de 29-30, là, on dirait que j'ai commencé à faire... à être assumée, tu sais, plus comprendre ma pensée, mes valeurs, mais assumer tout ça. Ça s'est vraiment installé tard, moi. Fait que ma vingtaine, vraiment, on dirait que je suis comme... Ça sert vraiment juste à apprendre, à avoir 20 ans. C'est vraiment juste ça. C'est drôle que tu dis ça, parce que justement, j'ai fait un podcast avec Josiane Aubuchon, puis elle me disait ça dans le podcast, qu'elle, par rapport à la trentaine, parce que je ne sais pas pourquoi, là, c'est drôle, mais dans mes derniers podcasts, c'est beaucoup ça, le sujet de moi qui ai comme tranquillement peur d'arriver à ma trentaine, tu sais. Oh, non. Puis on en a parlé, c'est ça. Puis Josiane, elle m'a dit qu'elle avait rencontré un de ses amis, un collègue, quand elle travaillait à la Ronde, qui avait comme 45 ans, tu sais. Ouais. Puis elle parlait de ça, de la trentaine, puis il disait, tu sais, qu'est-ce qui est cool de la trentaine, c'est que tu quittes la vingtaine, tu sais. Oui. Puis tu penses à ça, tu fais, ouais, j'avoue que c'est quand même cool d'arriver. Puis comme tu dis, tu te connais, tu sais qu'est-ce que tu veux, tu sais qu'est-ce que tu veux pas. Ça doit tellement être, genre, relaxant, ou tu sais, je sais pas, on dirait que tu dois moins spinner un peu, tu sais. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Là, tu sais, tu te poses, puis on dirait que tout est plus clair dans ta tête, puis tu es plus capable de faire non, ça, on s'en calisse vraiment, tu sais. Puis même le jugement des autres, je trouve aussi, c'est plus. Moi, vraiment, là, t'acceptes. Tu sais, il y a une différence entre tu sais, on le sait tous qu'il faut qu'on se calisse, qu'on peut pas plaire à tout le monde, puis on peut pas aimer tout le monde, puis personne peut nous. C'est facile de le dire, mais de l'intégrer, je trouve, Puis moi, la trentaine, je trouve ça est vraiment... Tu finis vraiment par faire cette personne-là m'aime pas, et c'est pas grave.
elle a complètement le droit, parce que moi aussi, il y a plein de gens que j'aime pas. Puis tu vis vraiment bien avec ça, puis ça fait du bien, comme cette pression-là s'en va. Wow. Tu réalises que c'est pas grave, que tu n'as pas de contrôle là-dessus, puis ça t'enlève rien. Puis... C'est là que tu as l'impression que tu fleuris le plus. Là, je sais pas si. Oui. Avec tout, étais-tu quand même quelqu'un, quand tu étais plus jeune, qui était sensible à ça, le jugement des autres? T'as-tu de la misère à passer au travers de ça ou tu étais quand même déjà quelqu'un d'assumé? J'ai vraiment tout le temps eu de la misère quand même Je pensais que non, mais oui, tu sais, le jugement des autres. Puis même, tu sais, moi, pour faire de l'humour, j'ai consulté là, une psychologue parce que je l'avais déjà vu début vingtaine pour des troubles anxieux, des attaques de panique, blabla. Puis ça c'était une bonne thérapie de, je pense, 2 ans environ. Ça s'était bien réglé, tout était parfait. Puis après ça, je suis retournée à 30 ans quand j'ai commencé à faire de l'humour parce que je faisais de l'anxiété de performance. Là. J'ai fait pour la première fois de ma vie de l'insomnie avant mon show au lobby bar à la fin de... Ton premier show, genre? Mon premier, comme deuxième show, là, tu sais, comme après les cours du soir. Puis là, j'étais comme, je l'ai rappelé, puis j'ai fait, ça va pas, je retombe dans cette spirale-là d'anxiété. Puis, tu sais, c'était vraiment l'anxiété reliée à la performance. Je comprenais pas que j'étais pas déjà une excellente humoriste, mettons. Tu sais, je comprenais pas. Oh my God, c'est bon, ça! Ouais, c'est comme tout le chemin obligé, t'étais comme, t'as peu, là. Puis c'est drôle, ça, tu sais, c'est tellement... les psys, des fois, ils doivent tellement, tu sais, comme nous écouter parler puis faire... Toi, tu penses vraiment déjà là, que tu peux louer le Saint-Denis. Tu sais, mais... Ah ouais, hein? Mais ouais, c'est le processus de pas être bonne devant du monde. C'est tellement difficile, comme, tu sais, te planter dans un show, puis il y a tellement de... Oh mon Dieu, tu te plantes devant du monde qui te regarde, tu le vois, le jugement dans leur face, puis le malaise, puis toi, t'es mal... Oh mon Dieu. J'ai jamais... c'est drôle, j'ai jamais tant comme approfondi mon thinking par rapport à ça, mais c'est vrai que je me souviens pas pourquoi j'ai commencé, comment j'ai fait pour passer à travers le fait que j'étais pourri, esti. Oui. Parce que moi, j'étais pourri, là. Tu sais, dans le sens, quand je suis rentré à l'école de l'humour, là, c'était hilarant, là. Comme, tu sais, il y avait du monde de 28, 29 ans, qui est de mon âge en ce moment, qui était comme, sortait de sciences politiques ou des shit de même de l'université. Puis t'as moi, 18 ans, qui sort quasiment du secondaire straight, là, qui est comme, hey, genre, pour vrai, les clubs du sumo, c'est fucking weird. Tu sais? C'est que c'était nul. J'écrivais. C'est sûr. Ah non, en tout cas, c'était pourri. Mais oui, effectivement, je sais pas qu'est-ce qui m'a drivé à continuer. Mais c'est vrai que t'es devant du monde qui te regarde, mais en même temps, il y a une espèce. Je sais pas si les gens s'en rendent tant compte, mettons. Le pire, c'est que non, c'est pire pour nous, tu sais. Ouais. Mais moi, en même temps, il y a des choses, tu as dû en avoir vécu toi aussi, là, où tu fais, hey, pourquoi j'ai dit, je peux pas croire j'ai dit cette phrase-là, ou j'ai essayé ce joke-là, ou tu sais, comme, il y a des affaires qu'on écrit au début, c'est long le catcher, qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui est pas drôle, puis qu'est-ce qui est un inside ou qu'est-ce qui l'est pas. Là, tu dis des affaires, puis tu le vois, puis tu fais, hop là, c'était vraiment pas approprié, qu'est-ce que j'ai dit là, c'était pas une blague, pas tout. Hey, la première année en humour, là, grosse année de filtration d'affaires. Ah, man. T'es comme un Bambi, tu sais, qui vient juste d'être accouché, là. Tu sais, ces animaux-là, les Bambi ou les chevreuils, ils sont tout de suite sur leurs pattes, mais ils ont comme trop des longues pattes, puis ils marchent, mais c'est tout croche, là. T'es comme ça en humour, la première année. C'est exactement ça, Jay. C'est exactement ça. Les petits moments où tu es capable de comme juste rester droit, pas longtemps après, tu te décalisses, tu sais, puis t'es pas... non, t'es tellement pas stable. Mais tu sais, ce milieu-là, on s'entend, il évolue énormément, puis ce qui est tellement une bonne chose, parce que tu peux créer tes propres trucs avec les réseaux sociaux, tu peux faire tes affaires, Il y a un temps où le milieu, moi, en tout cas, quand j'ai découvert ça, puis j'imagine toi aussi, c'est sûr, c'était, tu fais des bons numéros, tu fais des galas, t'arrives à la télé, la vie est commencée pour toi. Ouais. Comment tu vois ça, toi, toute l'espèce de la roue qui tourne par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à hey, peu importe si les gens te connaissent pas dans le milieu de l'humour, si tu te builds une crowd par toi-même, tu vas vendre des billets puis tu vas faire ça dans ta vie. Est-ce que c'est une difficulté mettons, pour toi ou comment tu vois ça?
Moi, je trouve ça soulageant. Là. Je trouve que c'est vraiment une belle époque pour l'humour là, depuis quelques années. En fait, depuis que j'ai commencé. Tu sais, des fois, j'essaie de réfléchir à comment les gens commençaient avant, puis je me disais... Hey, tu sais, on l'entend tout, là, ça prenait 3-4 mois avant d'avoir une date au Saint-Cyboire, puis tu sais, comme tout était compliqué. Aujourd'hui, on peut jouer facilement. Tu sais, pour vrai, ça n'a pas de bon sens comment tu peux jouer de show par semaine, là, tu sais, puis par soir même. Là. Fait que cette époque-là, puis le fait de l'autoproduction aussi, de plus en plus de bars spectacles, tu sais, où tu peux littéralement te produire. Il y en a que les bars, ils ne chargent rien pour la salle. Fait que tu as juste à vendre tes billets. Tu n'as pas de risque financier. Le seul risque que tu as, c'est qu'il n'y ait pas grand monde dans ta salle et que tu ne fasses pas beaucoup d'argent. Mais tu peux te pratiquer à faire 1 heure assez rapidement si tu as le matériel. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis, oui, c'est vrai que faire des galas, c'est plus comme c'était avant. Puis ça ne donne plus le kick de carrière que ça donnait avant. Mais ça donne qu'il y a une classe moyenne de l'humour qu'il n'y avait pas avant. Là. Aujourd'hui, tu peux gagner 40-50 000 en humour, puis personne ne te connaît tant que ça. Mais reste que tu payes tes billes, puis tu vis bien en faisant des jokes, en faisant ce que tu aimes, là, en faisant, tu sais, comme libre, ça a fait. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun de calculer le nombre d'humoristes qui gagnent leur vie en humour comparativement à avant, qu'il y avait juste la strate de tu commences, puis les millionnaires, mettons, tu sais. C'est où t'es pauvre ou t'as un énorme chalet, ça arrive ça, là. Exactement. Ou t'es pauvre ou t'es partout. Ouais. Puis c'est ça. Ben, tu sais, comme là, la classe moyenne, je trouve ça vraiment le fun, tu sais. Puis ça peut être long, long, long avant que le monde, tu sais, il y a du monde que exemple, un Joe Corm, que nous, tout le monde connaît, puis que ça va super bien, puis qui est vraiment établi maintenant. Là. Il y a du monde qui n'ont jamais vu Joe Corm, puis ne savent pas c'est qui. Les gens qui vont aller au bordel, ils vont voir Joe Corm, puis ils vont faire hey, moi, je t'ai découvert ce soir. Puis comme pour nous, c'est absurde que tu aies découvert. Comme... Mais Joe Corm, c'est un humoriste qui a du succès. Là, qu'on est tous comme hey, moi. Être Joe Corm, je serais bien, là, tu sais. T'as atteint un bon plateau, là, tu sais. C'est sûr que être Joe Corm, là, tu peux pas ne pas être heureux, tabarnak, là. Je veux dire, ce gars-là, il a une manière de penser que je rêverais d'avoir, là. Magnifique. Mais non, effectivement, puis tu sais, tu disais 40-50 000. C'est des fois, il y a des humoristes qui me parlent. Ça, c'est des discussions que j'adore avoir avec des humoristes que je me rapproche tranquillement, qui me disent « Hey man, j'ai fait 85 000, moi, là. » Puis tu fais « Hein? » Oui, oui. OK, asti, OK. Fait que il y a moyen de gagner très bien sa vie et que les gens pensent que tu es dans la relève. Exactement. Puis que tu te fais pas reconnaître nulle part. Tu sais, on va pas se mentir, là, on rêve tous d'être au niveau de Catherine Levac, Phil Roy. Tu sais, on rêve tous d'être à ce niveau-là, je pense. Là, tu sais. Mais le niveau, je gagne 80 000 et je me fais pas reconnaître nulle part, là, est quand même confortable. Oui, 100%. Mais là qu'on en parle, parlant de niveau de trucs qu'on veut atteindre, tu dis ça, c'est quoi tu veux réellement atteindre? Tu vas être connu, tu vas avoir du succès au niveau du stand-up, tu veux faire bien de la télé. C'est quoi que tu aimerais atteindre, toi, ultimement? La télé, c'est une bonne question. Je le sais pas. C'est pas quelque chose qui me parle. Moi, vraiment, là, pour revenir encore à Simon Gouache, si je pouvais avoir la carrière de Simon Gouache, ça serait malade, hein? Ah ouais. Moi, c'est vraiment une carrière que je trouve inspirante. Il accepte. Puis il y en a des offres, là. Il y a des offres de télé, il y a des offres de. Il en refuse beaucoup. Il choisit vraiment ses projets. Ce gars-là, c'est vraiment quelqu'un qui, sur scène, c'est impressionnant. Là. C'est vraiment un maître là, de l'humour. Puis de. Là, j'ai la chance de le voir quand même en faisant sa première partie, construire son 3e spectacle. Puis c'est sa façon de travailler est vraiment impressionnante. Là, OK. Puis j'adore ça. Moi, si je pouvais juste faire de la scène, là, avoir des one-man shows qui fonctionnent vraiment bien, puis avoir des petites gigs on the side, le fun, là, des petites gigs comme, mettons, la pub qu'il a faite avec Hydro-Québec, c'était super créatif, des bonnes pubs, Simon, puis
puis Hydro-Québec, puis ça a vraiment bien fonctionné, puis des beaux projets que tu te sens pas dénaturés. Ça, là. Des trucs que tu trouves drôles, que tu fais ouais. hey, c'est full cool, tu sais, puis surtout, lui, c'était en pandémie, fait que c'était des pubs Zoom un peu, fait que c'était quand même différent. C'était c'était effectivement. Mais c'est vrai que, tu sais, j'en parle souvent avec Charles Pellerin, qui est comme ma personne, mon âme dans ce milieu-là. Ouais. Puis c'est souvent ça qu'on revient à Adib puis à Simon Gouache, souvent de cette vie-là où tu te dédies au stand-up, puis c'est incroyable parce que, tu sais, puis même Simon, il en parle des fois à gauche, à droite, là, mais qui est comme. Tu sais, moi, je voulais builder un show, puis il était comme. Mes salles étaient vides au début, là. Tu sais, mes trucs étaient. Mes salles étaient vides. Je faisais des 1 heure devant 15, 20, 30 personnes, mais tranquillement, comme, je savais que ça allait être du bouche à oreille, ma carrière, tu sais. J'ai un peu ce feeling-là aussi de, tu sais, les réseaux sociaux, c'est fucking important. Faut que tu te buildes là-dessus, faut que tu aies une relation avec ton public, mais faut que tu sois bon dans ce que tu fais aussi, tu sais. Tu peux pas juste prendre la porte de côté, dire, hey, je vais aller me chercher 100 000 personnes en faisant ça beaucoup, beaucoup, puis faire un show, mais tu te rends compte, tu as tellement mis de temps sur les réseaux, tu n'as pas mis de temps à réfléchir sur des gags, des prémices, des angles, tu sais. Fait que je pense que tu es comme ça aussi. Tu vas tout le temps vouloir t'améliorer dans ce que tu fais. Fait que peu importe ce qui va arriver, tu vas être juste bonne dans ce que tu fais, tu sais. Oui. Ouais. Exact. Moi, ça, c'est. Je trouve, tu sais, quand tu vas voir un humoriste que tu aimes beaucoup, tu sais, ça m'est arrivé dernièrement. Moi, je suis très fan de Sébastien Maniscalco. J'aimais beaucoup. Je suis allée le voir au Centre Bell. Il est venu le 18 mars. Ouais. Puis je le regardais, puis je me disais, c'est rendu, ça n'a plus rapport, là. Tu sais, le Centre Bell est plein. C'est un show de. T'es comme, qu'est-ce qu'on vit en ce moment, tu sais? Ouais. Mais. Et c'était pas son meilleur, loin de là. Tu sais, comme, moi, je me disais, ces autres shows sur Netflix sont meilleurs. J'ai plus ri dans mon salon. Est-ce que c'est parce que c'était trop gros? Est-ce que c'est parce que j'étais dans l'analyse? Mais tu sais, c'était pas son. J'écoutais beaucoup de ses gags. Il est bon, là, c'est rien pour y enlever, mais je pense qu'à un moment donné, tu atteins ce niveau-là aux États-Unis que, tu sais, je regardais ça, puis je me disais quand même, au Québec, on n'arrivera pas de notre vivant à une carrière comme Maniscalco. Des tournées où tu fais des arénas de 20 000 personnes puis tu t'en vas en avion après le soir, ça n'arrivera pas. C'est pas ça au Québec. Mais j'étais comme, c'est super impressionnant, mais ça dénature beaucoup le stand-up. Je regardais sur un écran géant, les rires, c'est bizarre, c'est trop gros comme show. Puis j'écoutais ces trucs, puis il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires qui ressemblaient énormément à son dernier show, tu sais. Fait que je me disais, c'est comme si ils atteignent un niveau où ils sont plus vraiment obligés de roder tête, là, tu sais, ils se mettent plus dans des... Puis ça finit par se sentir, on dirait. Il y en a qui réussissent, tu sais, comme Dave Chappelle, que tu sois d'accord avec lui ou non, il repousse tout le temps la barre. Là. Ça, tu peux pas y enlever ça. Là. Ça, c'est quelqu'un qui va... Puis, tu sais, Maniscalco, je me suis dit, il n'a pas poussé loin. Là. Ah ouais, OK. Il est resté dans ses pantoufles, j'ai trouvé. Puis... Mais je l'ai trouvé quand même bon. J'ai quand même passé une super belle soirée. Oui. Mais tu sais, ça, on dirait que j'ai peur de ce niveau-là, moi, dans la vie. Tu sais, je voudrais jamais, jamais atteindre un niveau où je me dis, je rôde devant juste mon public qui est déjà conquis. Puis je trouve que ça, c'est aussi un niveau qui est stressant. Quand tu deviens avoir une si bonne carrière, tu fais, est-ce que le monde rit juste parce que c'est moi ou parce que c'est drôle pour vrai, tu sais? Ouais. Mais ce qui a l'air le fun, par contre, de ça, c'est... tu sais, j'ai un feeling qu'à chaque fois que je monte sur scène, il faut que je montre que je suis drôle, tu sais. Puis c'est correct, c'est ça la job. J'en avais rien à tout ça, j'ai des bons gags pour ça, tu sais, il n'y a pas de stress, mais ça reste, tu sais, je checkais J'ai du temps pour roder récemment parce qu'il a recommencé à roder pour son show, puis c'est fucking bon ce qu'il fait. Vraiment. Puis tu sais, il arrive sur scène, puis les gens, ils ferment leur gueule. Tu sais, dans le sens qu'il y a quelque chose de « Oh, Chris, cool, on le connaît, on sait c'est qui. Vraiment hâte qu'il soit là. Tu sais, pourquoi il est là? Débile, j'ai payé 8$, tu sais. Fait qu'on dirait qu'il y a une espèce de côté, des fois, je fais, ça serait juste cool pour essayer des affaires, des fois, d'avoir ce margin-là où tu peux juste rentrer dans ton sujet direct, là. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas si ça a rapport à ce que je dis, là. Mais je sens qu'il y a ce côté-là qui serait cool d'atteindre juste pour faire. Les gens savent à peu près que je fais du bon stand-up, là. Maintenant, voici une idée. Absolument.
Fait que mais je suis d'accord que, hey man, quand t'es rendu que tu fais 21 000 personnes des shows de même, ça doit tellement être payant, mais comme. Mais c'est parce que c'est super le fun. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est un niveau qui est extrêmement confortable. Puis on travaille vraiment fort pour arriver là. Fait que tu le savoures, là, dans le sens que c'est aussi très beau à voir. T'entends les applaudissements, puis tu fais tabarnak. Le monde l'aime, là. Tu aimes vraiment un humoriste. Puis moi, ça m'arrive là, d'aimer des humoristes au point de faire j'habiterais chez eux. Là, genre, c'est super creep, mais dans le sens que tu as le goût de le connaître personnellement, puis puis c'est beau, mais c'est vrai que ça fait ça. Ça fait que tu fais comme le monde rit, peu importe ce qu'il dit quasiment. C'est vraiment un amour quasiment inconditionnel. Là, c'est vraiment comme un enfant qui fait un dessin à sa mère, puis sa mère est comme « Oh wow, t'as vraiment dessiné ça, c'est magnifique. » C'est un peu le même principe de comme peu importe qu'est-ce qui va nous amener, on va être comme « Wow! » C'est un beau niveau, mais je pense que créativement, c'est important de... Puis tu sais, Jay, il le fait beaucoup, là. Jay du Temple, en ce moment, tu as parlé de lui, tu sais. Il rôde pas juste au bordel, il se promène partout, toutes les soirées qu'il peut aller. Puis ça, je pense que c'est super important pour vraiment. De le faire, peu importe ton niveau. Vas-y à des places où le monde, il ne trippe pas sur le nom de quelqu'un, tu sais. Ah non, exact. Puis ça te remet un peu aussi à, tu sais, de retourner dans des shows, dans des open mic ou dans des places qui sont un petit peu moins remplies / connues. Ça te remet aussi dans une espèce de, tu sais, tu vois les autres humoristes, tu sais qu'est-ce qui se passe maintenant, est-ce qu'il y a des trucs qui ont changé, est-ce qu'il y a des... Ça te garde un peu à l'affût de la mode en humour, de, tu sais, qu'est-ce qui se dit tranquillement moins, qu'est-ce qui... Fait qu'on dirait que, je sais pas, t'es tout le temps up-to-date. Puis c'est ce qu'un gars comme, mettons, Mike Ward est si bon, c'est qu'il fait toutes ces crises de place-là. Ben, moins, là, depuis que le bordel, mais c'est un gars qui est tellement intéressé par la jeunesse en humour, la nouveauté, qu'il est tout le temps up-to-date, genre. Il n'y a rien de plus plate que d'avoir un humoriste qu'on tripe dessus, qui refait un show, pis t'es comme... tabarnak, attends, là, va au bordel, roder une coupe de shots. Là. Il y a beaucoup de numéros de même qui ont été faits et meilleurs. Je veux pas nommer personne, mais il y a vraiment des gens qui te fais comme oh, moi je l'aurais pas fait le special Netflix tout de suite. J'aurais peut-être rodé. Je savais exactement que tu parlais de cette personne-là. On avait peut-être jasé. Mais toi, tu t'aimerais-tu ça, avoir un special de même ou un truc sur Netflix? Oui. Puis ça, c'est vraiment... Ça, c'est de plus en plus accessible aussi. Là, je trouve que ce que Catherine Levac a fait avec son Vimeo grosse, les gens qui ne l'ont pas vu, là, ça, c'est... Je ne l'ai pas vu, moi, en plus. C'est tellement bon. Puis je trouve que ça vaut vraiment la peine de le voir parce que ça a vraiment ouvert... Moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux de faire « Hey, c'est possible de faire ça. » Puis de faire un... Tu sais, c'est toi qui le fais, là. C'est ta captation. Tu mets ça sur Vimeo, l'argent va rendre dans t'es comme maître de ton... T'attends pas après des producteurs, t'attends pas après quoi que ce soit. Elle a fait ça dans un espèce de super beau bar. C'est vraiment le fun de voir que tu peux faire une belle captation comme ça avec un public qui est là, un public vraiment très, très organique. Pas un public de salle. Les gens sont assis à des tables. C'était super belle captation. Puis c'est un nouveau modèle d'affaires qu'on devrait vraiment adopter. Puis de dire à de faire comme, j'ai pas le goût de dépenser 175 000 pour capter mon show. Parce que je le sais que je rentrerai jamais dans mon argent. Mais m'a dépensé un 10 000, mettons, m'a faire une belle captation. Puis mes fans vont pouvoir le louer 10-15$ sur Vimeo. Puis genre, ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis les gens, je pense, sont contents de payer ce 15$-là. Tu te loues ça, tu sais, tout le monde qui tripe sur Catherine Levac, venez dans mon salon samedi, on se loue ça. Puis c'est vraiment cool de voir le special de quelqu'un comme ça, puis de dire, ben oui, il m'a donné le 15$, ça me fait plaisir d'avoir ton show chez nous de même. Puis, il y a tout de... Oui, sans artifice ou, tu sais, mettons... Exact. Puis, tu sais, je vais voir Catherine en show, là, comme vous faites là, tu sais, je sais pas si elle roule un one-woman show en ce moment, mais ça vaut la peine de voir les shows, les vrais, en vrai, là, c'est vraiment important. Mais ça te donne aussi une espèce de, hey, 15$ pour
un special d'1 heure de Kat Levac, fucking bien filmé, ça coûte rien, ultimement. Tu sais, Charles Pellerin, s'est mis à faire du rodage pour son show. Puis lui, il loue un bureau dans Hochelaga, genre. Puis dans le bureau, il a monté une salle de comme 25 places. Hey, Just, tu capoterais à faire ça, là. Mais c'est comme, son rodage, c'est comme, hey, tu donnes ce que tu veux. Un peu à la PB Rivard, là, qui avait pensé à ça. Ouais. Tu donnes ce que tu veux, puis viens voir du gros rodage, là, comme de chez Rodage, tu sais. Et les gens sont vraiment généreux, là. Le monde donne du 20$, là. T'es comme, ah non, mais tu sais, c'est du calice de rodage, tout le monde. Ouais, c'est pas grave, on aime ce que tu proposes, fait 20, j'amène une bouteille de vin, puis on triple pendant 1 heure, puis t'es comme, c'est cool, il y a des trucs de même tranquillement qui commencent à comme popper, qui commencent à arriver. Mais il faut que tu fasses ça, Jess, ce show-là. Tu viendras, honnêtement. Là. Ben, ça fait 2 fois qu'il m'offre. Il t'a écrit, hein? Oui, puis les 2, je pouvais vraiment pas. Puis je suis comme, parce que je veux vraiment vivre. Charles a vraiment des bonnes idées. Puis j'ai comme l'impression que son public est merveilleux. Parce que lui, il l'est tellement que je suis comme, c'est impossible que son public ne soit pas, tu sais. Ouais, moi, tu vois, j'ai fait tout là, à date. Là, j'en ai manqué un, mais parce que j'avais la COVID. Mais c'est ça. C'est là qu'il m'a écrit. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est que c'est le genre de petite place que c'est vraiment intime. Fait que, tu sais, les gens qui sont des performers, là, du monde, ça marche de gauche à droite. Puis c'est moins ça. C'est vraiment en plus, à la limite, t'es assis. Là, puis tu testes des trucs assis. Fait que j'avais dit à Charles, j'avais envoyé une couple de gens que je voyais vraiment faire ce type de show-là. Puis j'avais dit à Charles, écris à Just parce que t'as un vibe qui se fait vraiment bien comme à parler à pour vrai. C'est 25 personnes, mais collées. C'est petit comme mon bureau. Là. C'est vraiment comme minuscule, mais comme quand ça rit, c'est direct au cœur. T'es à côté de tout le monde. Puis on dirait qu'il n'y a pas de moment mort. Il n'y a pas de hey, c'était pas drôle, tu m'as pas fait rire. C'est vraiment genre, hey, c'est pas grave, je n'ai même pas vu ça comme une joke. Tu discutes, puis je trouve que ça crée un vibe vraiment intéressant. C'est vraiment le fun. C'est vraiment cool qu'ils fassent ça. Je trouve tellement que c'est une bonne idée. Là. Je trouve qu'il devrait en avoir plus de ça. Plus de trucs de même comme Vimeo, tu vends ton truc, puis les gens t'encouragent. Puis... Je trouve que ce public-là d'humour qui, de plus en plus, là, commence à catch l'importance de se déplacer pour des shows, puis justement, qui trippe à venir à des petits shows un peu comme celui de Charles, qui était comme je suis pas supposé être ici, c'est un peu sur invitation, on dirait, tu sais, t'es comme c'est un peu champ gauche, j'adore l'idée, je veux être là, puis tu veux être la personne qui est comme, tu sais, Charles, j'ai aucun doute que sa carrière va très bien aller, mais tu sais, on dirait qu'au Québec, les gens veulent dire comme hey, moi, Charles Pellerin, j'ai déjà été dans son bureau quand il faisait son rodage. Jadis, comme, les gens aiment ces anecdotes-là. Puis je pense que c'est le fun. Moi, si des humoristes que j'aimais faisaient une espèce de rodage de même, tu peux être sûr que si j'ai pas de show, je suis là. Je voudrais voir ce phénomène-là. Mais là, tu as fait quelques demi-heures déjà, puis tout. Mais là, tranquillement, moi, je te regarde aller, je te trouve calissement bonne dans ce que tu fais. Le 1 heure arrive quand, mettons? Le 1 heure, je pense l'an prochain. Je me laisse, tu sais, comme là, moi puis Véronique Isabelle Filion, on roule quand même là, notre show Truite, qu'on a quelques dates qui vont sortir très bientôt au ZooFest, puis tout ça. Fait que je fais qui est comme un 30-30 quand le format, nous, comme ZooFest, c'est 1 heure. Là, fait qu'on va faire 30-30, mais ça se veut un 45-45 qui va être une carte de visite un peu pour justement faire où est-ce qu'on est capable de... Tu sais, si, mettons, comme là, je le fais à la Chasse-Galerie, bien, on le fait à la Chasse-Galerie de Lavaltrie, ils ont acheté le show. Puis là, on s'est dit, tu sais, ça va super bien, si on a full de fun, on se dit, on a gagné quand même des fans, ça arrive nord, dans les régions de Lavaltrie. Fait que ça donne une bonne idée d'aller le faire là-bas pour faire où est-ce que j'y retourne, justement. Puis où est-ce que tu fais, tu vois, là, cette ville-là, on n'a pas vendu pantoute ou on n'a pas eu de fun pantoute. On la raye de la carte, tu comprends? Je comprends. Mais je me laisse encore 1 an d'écriture, puis je veux vraiment pas lancer mon heure sans qu'elle soit
bonne puis que je me sente prête à ça, tu sais. Ben, 100%. Il n'y a rien de plus débile, je trouve, que de présenter une heure que t'es comme, c'est vraiment bon. C'est vraiment un bon show. Fait que, triper. Mais j'ai tellement hâte, Jess. J'ai hâte que tu fasses une heure. J'ai hâte de voir ça. T'es bien fin. T'es une humoriste que j'aime beaucoup, que je vois grandir, fleurir tout le temps et je tripe sur ce que tu fais. Merci tellement d'être venu à mon podcast. C'était le fun. J'ai vraiment adoré ça. Merci de m'avoir invité, Jay. Ça fait full plaisir. Je vais fermer le podcast, mais on va être encore ensemble, Jess. Fait que capote pas, là. Peut-être pas une petite crise de comme, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? On va être ensemble. Parfait. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. OK. Merci, Jess, énormément. Puis on se revoit très bientôt. Bye bye. Merci. Bye bye. C'est quoi? Et c'est ce qui met fin au podcast. Mesdames et messieurs, merci énormément d'avoir été là. Merci de nous avoir prêté 1h10, 1h15 de votre temps. C'est tellement smart que les gens veulent faire ça. J'espère que ton épicerie s'est mieux faite. J'espère que ton chemin a été moins long. Ou tout simplement, des fois, il y a des gens qui m'envoient des stories, ils m'envoient des vidéos, sont en train d'écouter le podcast en genre d'émission, là, Yamaska style. Ils écoutent ça avec une petite couverte en polar. Et je trippe. Ces gens-là ont des petits verres de vino. Ils regardent le podcast aussi qui est sur YouTube aussi en même temps. Alors, merci à tous ces gens-là. Vous, mesdames et messieurs, qui écoutent le podcast et qui se pètent un time. Ça, c'était une phrase que j'aime dire énormément. On se pète un time. C'est débile. Merci tellement de nous offrir tout ça. J'espère que tu as aimé l'épisode. C'est très humour, stand-up. On aime énormément le stand-up, Jess et moi. Je suis content de vous l'avoir présenté. Je suis content de vous l'avoir fait découvrir si jamais tu ne la connaissais pas. Comme je disais au début dans l'intro, tu vas triper sur ce que Jess fait. Tu vas l'avoir beaucoup. Et je te le dis, là, j'ai un flair. J'ai un bon flair. Tu vas l'avoir beaucoup, cette fille-là. Elle est excellente. Et je suis vraiment content qu'elle soit venue sur le podcast. Là, je sais qu'il y en a qui me regardent présentement. Les gens en audio, vous ne le savez pas, mais je suis quand même un petit peu plus bronzé. Ces temps-ci, j'ai recommencé à jouer au golf. Très, très content de recommencer à penser à être bon au golf et être nul et à mentalement essayer de me garder là, le plus droit possible. Essayer de ne pas garrocher mes bâtons dans le bois parce que je suis à chier. Ça fait du bien. C'est très mental. Ça t'apprend. Honnêtement, si les gens ont des problèmes de frustration, là, si les gens ont des problèmes de violence, là, amène-les jouer au golf puis dis-leur qu'ils n'ont pas le droit de garrocher rien. Là. On va dire de quoi, là, il va se passer de quoi au niveau de la respiration. Ils vont commencer à comprendre, ils vont commencer à faire comme d'avoir des techniques pour se calmer, parce que c'est vraiment ça le golf, c'est que à chaque fois tu te dis, mais me semble que c'est ça la technique. Je l'ai écouté sur YouTube 12 fois, mais c'est pas ça qui arrive dans la vraie vie, parce que là tu te dis, attends, c'est la balle, il faut que je la claque, il faut que j'y aille, il faut que j'aille sur le green, il faut que je m'approche du trou. Et là, tu claques la balle, puis elle revole dans le bois, puis elle te revient sur le tibia. Ça arrive, ça. Là, tu dis, asti, je suis censé faire le trou en 5 coups, là. Je suis rendu à mon 13e, je suis tanné. C'est normal. C'est ça, commencer au golf. Et je commence au golf. M'améliore tranquillement. J'ai du fun, commence à faire beau. Mesdames et messieurs, j'espère tellement que tu écoutes le podcast en joguant ou en étant dehors. Ça doit tellement faire du bien. Tu entends ma voix dans tes oreilles, puis en même temps, les oiseaux. Quoi de mieux? C'est un mix parfait. C'est comme un daiquiri. Tu as la fraise, la glace, puis l'alcool. C'est complètement débile. Très rare qu'on prenne des daiquiris, d'ailleurs, maintenant. On devrait tous faire ça en gang. On va dans un restaurant, on se commande du daiquiri, mais tout le monde, là. Salut, moi, prendre des daiquiris. Ah, vous faites du daiquiri? Oui, je vais en prendre aussi. Mais tu sais, 12 personnes, là, on prendrait des daiquiris, les 12. Là, tu vois le petit barman, le petit barista, le petit bar-service, tu sais, le boss boy du bar, là, qui est en arrière, puis il est comme, ah, une commande pour 12 daiquiris, mais c'est bien de la glace. Mais oui, mais regarde, Antoine, tu veux le finir, ton bac? Fais les daiquiris. Faut que tu payes. Tu as une marge d'étudiante à rembourser. Allez, mets de la glace dans ce verre, fous la fraise et blende-toi. Je sais pas pourquoi je suis autant... je manque de respect à ce Antoine qui n'existe pas finalement. Très nice. Demain, je m'en vais dans un escape game, mesdames et messieurs. Quand vous allez écouter le podcast, il va être trop tard. Je vais déjà l'avoir fait. Je vous donnerai des nouvelles dans le prochain podcast si j'ai réussi à m'évader. Mais c'est très drôle, hein? Payer pour aller être piégé. Genre, il y a de quoi de bizarre.
D'après moi, il y a des gens qui se sont fait torturer dans leur vie qui diraient « Ouais, non, je paierais quasiment pas pour ça, mon homme. Allez, va au rigolfeur. » Me semble plus hot. Non, fait que j'ai bien hâte. Mais je vous souhaite vraiment, profitez-en, la gang. L'été revient. Ça fait tellement du bien. Moi, le soleil arrive dans la vie. Puis je suis comme tabarnak, il était temps qu'on te revoie, toi. C'est tellement agréable d'avoir le soleil. Là. C'est incroyable. Moi, je deviens une autre personne en passant. Là. Je deviens complètement une autre personne. Comme c'est incroyable. Là. Comme tout l'hiver, j'étais quelqu'un de glauque un peu. Je reconnectais avec Evanescence. J'étais comme. Je portais des longs trench coats. J'avais du eyeliner. J'étais cette personne-là tout l'hiver. Puis l'été revient, là, puis je deviens comme classique white bitch. Je suis comme, OK, parfait, j'ai envie d'écouter Simple Plan, mais comme les albums récents. Tu sais, les albums récents de Simple Plan où c'est comme I made you all in a heartbeat, wow. Tu sais, ce Simple Plan-là, avec une crème molle, puis genre juste du linge fleuri. Je deviens tellement autre chose, c'est incroyable. Mais ça fait tellement du bien, je suis content. Encore une fois, mesdames et messieurs, je tiens à le répéter, je fais mon spectacle de rodage. C'est, en gros, là, rapidement, là, si tu es jusqu'ici encore, t'écoutes, là, c'est ça qui se passe, là, c'est que je rode du matériel, puis je le fais de manière intime. Et c'est ça qui est cool avec tester du matériel, c'est qu'il y a des affaires, tu vas faire comme ah, tu vois, ça, peut-être je ne le mettrais pas dans le show, puis c'est vraiment toi qui décides. Là. Moi, je te fais la joke, puis toi, en riant pas, ce que moi j'entends, c'est je l'enlèverais du show. Puis ça me permet de travailler, ça me permet d'améliorer le show. Puis en même temps, j'ai des trucs à vous raconter. Puis je pense que c'est un très bon show. Je pense que j'aime beaucoup ce que j'ai écrit dans les dernières années. Ça se rapproche beaucoup de qui je suis, de qui je veux être, de qui je veux devenir, de qui je deviens. Et puis, c'est contribution volontaire, comme je disais. Fait que c'est vraiment, tu peux donner 5$, 2$, 10$, 100$. Tu peux donner ce que tu veux. Mais il faut juste que tu saches que hey, c'est du rodage. Fait que si tu veux m'encourager, si tu veux m'aider dans mes projets, m'aider à m'améliorer, viens voir ce show-là. Petite salle de 25 places, c'est tout petit. C'est le même endroit où Charles Pellerin fait son rodage présentement. Si tu es allé voir Charles Pellerin en rodage, c'est le même endroit. Tu peux emmener ta petite bière, ton petit verre de vin. Il n'y a personne qui te fait chier avec ça. On écoute le show, puis vous sacrez votre camp après. 26 mai, jeudi 26 mai. Et le 16 juin aussi, jeudi 16 juin à 20h, les deux dates. Va sur mon site internet, jfournier.com, achète des billets. Tu as 50 places max. Il y a 50 personnes qui peuvent venir voir mon show. Fait que dépêche, achète un billet avant que ce soit plein pour le rodage de cette année. 2 dates. Si jamais il y a des supplémentaires, ça va aller plus loin. On verra. Mais pour l'instant, 2 petites dates, tout le monde. On y va tranquillement. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là sur le podcast. J'espère énormément que vous allez passer une bonne semaine. Asti que c'est le fun que l'été revienne. Ça doit tellement être moins payé pour vous. Vous allez travailler sur la terrasse, whatever. Fier de vous. Passez une belle semaine. Je le sais, c'est lundi. Là. C'est les lundis que je poste le podcast. Pour les gens sur Patreon, c'est d'avance. Mais pour les gens qui l'écoutent gratuitement, c'est les lundis. Je sais que lundi, c'est une journée qui est tout le temps plus tough habituellement. C'est une journée qui est tout le temps plus compliquée. C'est le début de la semaine. On dirait que c'est comme... Tu sais, t'es en haut du Goliath. Là, puis tu vois la semaine arriver. Puis t'es comme... vac. Alors, remarque que quand t'es dans le Goliath, c'est quand même cool de descendre. Mais là, c'est l'inverse. C'est la montée. Tu montes. Puis le vendredi, c'est genre... Wouhou! Tu l'échappes à la poudre, genre, puis la tequila le samedi, mais donc c'est ça. Mais c'est le fun que vous commenciez votre semaine avec Tissé Serré. Mesdames et messieurs, on se revoit dans un autre épisode très bientôt, la semaine prochaine, dans le fond. Merci énormément à tout le monde de contribuer et d'être là avec moi semaine après semaine après semaine après semaine. De belles choses pour le podcast qui arrive, mesdames et messieurs. Stay motherfucking tuned! Et on se revoit bientôt, tout le monde. Ciao, ciao!